Et si tout se jouait sur une route large d'à peine quelques dizaines de mètres? Imaginez un instant, en plein cœur du Donbass, une simple bande d'asphalte, anonyme aux yeux du monde, se retrouve soudainement au centre de toutes les attentions stratégiques. En l'an 2025, l'état-major russe désigne la route Pokrovsk-Konstantinovka comme le point focal, l'objectif ultime de toute une campagne militaire. Mais pourquoi celle-ci, parmi tant d'autres axes? La géographie militaire est souvent cruelle dans ses choix. Cette route n'est pas seulement un couloir de passage, elle est l'unique ligne de vie du ravitaillement ennemi dans le nord du Donbass. Camions, blindés, munitions, troupes, tout dépend de ce mince cordon routier qui irrigue toute la défense adverse. Prenons un exemple concret. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Stalingrad s'est également jouée autour de quelques routes et voies ferrées qui alimentaient la ville assiégée. À l'époque, couper ces artères signifiait condamner à mort des dizaines de milliers de soldats pris au piège. De la même façon, contrôler la Pokrovsk-Konstantinovka aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple avantage local. C'est menacer de faire basculer l'ensemble du front, de répéter l'effet domino qui, historiquement, a souvent mené à l'effondrement des défenses ennemies. Son contrôle pourrait déclencher un effet boule de neige, mettant en péril toute la résistance adverse, bouleversant l'équilibre de la guerre. Imaginez la panique dans les états-majors adverses, les ordres contradictoires, la perte de confiance qui s'insinue lorsque la certitude du ravitaillement s'effondre. Les enjeux sont énormes. Si l'opération réussit, la dynamique du conflit pourrait être renversée du tout au tout. Mais en cas d'échec, ce sont des mois, parfois des années de préparation, qui s'effondrent, offrant à l'ennemi une fenêtre inespérée pour contre-attaquer. Comment un simple ruban d'asphalte devient-il le centre d'un pari aussi risqué? Qu'est-ce qui fait de cette route insignifiante la clé de voûte d'une opération où tout se joue? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de la planification de l'opération Anaconda, une manœuvre où chaque mouvement, chaque information, chaque rumeur même compte. Car ici, la stratégie et la maîtrise de l'information surpassent, de loin, la force brute. Dans chaque guerre, certains points, une fois perdus, scellent le sort de ceux qui les tenaient, non? L'histoire militaire regorge d'exemples. La perte du pont de Remagen en 1945 a ouvert la porte de l'Allemagne aux Alliés. De même, l'opération Anaconda se joue autour d'un tel point, la route Pokrovsk-Konstantinovka. Ce n'est pas qu'un simple ruban d'asphalte, mais la seule artère vitale pour des milliers de soldats, d'armes et de vivres ennemis. Par cette voie, chaque semaine transitent des dizaines de milliers d'hommes, des centaines de véhicules et d'immenses cargaisons de munitions. Les renseignements confirment jusqu'à 7 soldats et leurs ressources sur 10 dépendent de cette route. Pour donner une idée, lors du pont aérien de Berlin en 1948, la coupure des voies terrestres avait obligé à organiser une logistique aérienne titanesque. Ici, la route Pokrovsk-Konstantinovka joue un rôle tout aussi central. Son importance dépasse la logistique. Elle symbolise la capacité de l'ennemi à tenir, à résister à l'encerclement, à prolonger la lutte. Pourtant, chaque frappe n'offre qu'un répit. On détruit, l'adversaire répare. En quelques heures, le trafic reprend. Les cratères sont comblés, les carcasses déplacées, la route rouvre. Une leçon s'impose, les frappes isolées ne suffisent plus. Cela rappelle les tentatives alliées de couper les voies ferrées allemandes en 1944. Chaque raid aérien ralentissait, mais ne stoppait jamais totalement le flux. Alors l'état-major tranche, il faut couper physiquement la route, pas seulement la bombarder. L'objectif, interdire tout passage, priver l'ennemi d'approvisionnement, briser son échine logistique. C'est le cœur du plan Anaconda. Plutôt qu'un assaut frontal contre des citadelles, la stratégie vise à encercler. Il s'agit de resserrer l'étau, d'étouffer l'adversaire par l'asphyxie logistique, jusqu'à le contraindre à abandonner ses positions sans bataille décisive. C'est une réminiscence des sièges médiévaux, où il s'agissait de couper l'eau et la nourriture plutôt que de risquer un assaut sanglant contre des murs inexpugnables. Réaliser cette vision exige bien plus que de la force. Ici, tout repose sur la préparation. Tant que la route reste ouverte, l'ennemi conserve sa force. Mais coupée, sa défense s'écroule. Le moindre faux pas peut faire basculer la campagne. Comment transformer ce plan en réalité? Cela commence par une préparation méticuleuse, et surtout par la conquête d'une supériorité totale en information. Mais la route seule n'est qu'un maillon d'une chaîne complexe. Pour réussir, il faut d'abord comprendre l'ennemi, anticiper chaque mouvement et orchestrer chaque action avec une précision chirurgicale. Avant même que le premier coup de feu ne retentisse, la guerre semble déjà jouée. Pourtant, la bataille décisive ne se livre pas à découvert, mais dans l'ombre, sur le terrain invisible de l'information.
Derrière le nom de code Anaconda, une mécanique de précision s'active, articulée autour de 4 niveaux de renseignement. Premier pilier, les satellites, qui fouillent la surface du globe sans relâche, dévoilant chaque déplacement suspect, chaque fortification dissimulée, chaque dépôt clandestin. Viennent ensuite avions et drones, inlassables sentinelles des airs. Ils fournissent une vision actualisée en continu, surveillant les corridors aériens et détectant la moindre anomalie. Les drones, par exemple, peuvent identifier une colonne de véhicules camouflés ou repérer une activité nocturne inhabituelle, ce qui trahit une préparation de contre-offensive. À la troisième strate, la reconnaissance tactique. Des escadrilles de drones planent au-dessus des lignes ennemies, transmettant en direct chaque repli, chaque ravitaillement, chaque manœuvre hésitante. Enfin, les agents infiltrés, invisibles parmi les ombres, perçant les secrets humains. État moral, épuisement, conflits internes entre chefs. Cette coalition donne naissance à une cartographie vivante du champ de bataille. Tous les points forts, toutes les failles, jusqu'à la lassitude d'un bataillon, sont mis à nu. Ce n'est plus seulement une carte, c'est le cerveau de l'ennemi exposé minute par minute. Dès lors, la domination du ciel devient la priorité absolue. Avant qu'un seul blindé ne s'ébranle, les défenses anti-aériennes adverses sont repérées et frappées avec une efficacité chirurgicale. Des avions spécialisés, appuyés par la guerre électronique, brouillent les radars et aveuglent les opérateurs au sol. Libérés de ce danger, aviation et artillerie frappent sans relâche les points névralgiques. Bunkers, dépôts logistiques, centres de commandement. Chaque explosion rogne l'endurance de la défense ennemie, brise sa capacité à coordonner ou à ravitailler. L'objectif n'est pas l'anéantissement, mais la paralysie. Priver l'adversaire de toute initiative, l'étouffer lentement avant même que l'affrontement direct ne commence. La victoire véritable se prépare dans cette asphyxie invisible, loin des images spectaculaires. Mais cette chaîne d'information est fragile. La moindre faille, un retard dans la transmission, une cible mal identifiée, et toute la structure s'effondre. La guerre moderne ne laisse aucune place à l'erreur. La moindre faiblesse peut inverser le cours du conflit. Le terrain est désormais préparé, l'ennemi affaibli et désorienté. Pourtant, rien n'est encore gagné. Il reste à voir si les forces au sol sauront transformer cet avantage stratégique. L'heure était venue de passer à l'action. Les premières unités s'apprêtent à franchir la ligne, conscientes que l'équilibre peut basculer en un instant. Quand la terre s'embrase, que le ciel crache la foudre et que chaque horizon se ferme, le piège se resserre sans retour. Au stade critique de l'opération, il ne s'agit plus d'arracher le terrain mètre par mètre. Il faut couper le souffle de l'ennemi, l'affamer, l'isoler, lui ôter toute chance de survie ou de riposte. Les assauts partent du nord et du sud, synchronisés comme deux mâchoires d'acier. La priorité est claire. Sectionner la grande route logistique, puis resserrer l'étau jusqu'à ce que plus rien ne puisse passer. Ni renfort, ni message, ni espoir. Les troupes filent, évitant les fortins trop solides, contournant chaque nid de résistance pour isoler, encercler, priver. Pas question de s'enliser, chaque minute gagnée fragilise l'adversaire, chaque hésitation ouvre la porte à une contre-offensive. Les blindés avancent, escortés par les unités du génie et protégés par des réseaux anti-drones dernier cri. Les brouilleurs électroniques saturent l'air, brouillant les signaux, plongent l'ennemi dans un brouillard d'incompréhension et de panique. Les obstacles sautent, les mines sont neutralisées, les barrages s'effondrent. Vient le point de rupture. Au moment exact où le nord et le sud s'unissent, l'encerclement est total. Toute la poche ennemie se retrouve coupée de sa seule artère de vie. Les convois de ravitaillement sont stoppés, l'environnement familier devient un piège sans issue, chaque bruit porte la promesse d'une fin imminente. Désormais privés de munitions, de carburant et d'informations, les défenseurs tentent des sorties désespérées. Mais la supériorité technologique, la parfaite synchronisation, anéantissent toute velléité de briser le siège. La faim, la soif et la peur minent les lignes adverses bien plus que les tirs d'artillerie. Le sort de plus de 20 000 combattants se joue en quelques heures. Un échec de l'encerclement ouvrirait la voie à une contre-attaque sanglante et pourrait retourner la situation. Mais cette fois, la manœuvre est implacable, minutieusement orchestrée. Aucune brèche, aucune hésitation. L'ennemi est pris au piège, mais la victoire n'est pas encore assurée. La suite dépendra de chaque décision prise dans ce siège moderne, où la moindre erreur peut hâter la reddition, ou semer le chaos. L'opération Anaconda révèle alors toute la puissance de la guerre moderne, la domination par l'information et la logistique. Mais derrière la mécanique, quels enseignements retenir pour notre époque ? Quand la force brute devient impuissante, c'est l'étreinte invisible de l'asphyxie qui prend le relais.
L'assaut frontal n'est plus envisageable. Il s'agit désormais d'étouffer lentement. Autour de la poche isolée, chaque tentative de sortie ou de ravitaillement déclenche une cascade de frappes chirurgicales et un harcèlement constant, implacable. Les drones kamikazes imposent leurs lois. Inlassablement, ils pourchassent en tout mouvement suspect, frappent chaque colonne logistique, chaque regroupement tenté dans la panique. L'artillerie, guidée par une surveillance continue, creuse l'isolement. Chaque jour, les échanges ennemis deviennent plus difficiles, chaque minute accentue la coupure. C'est une guerre d'usure où la technologie resserre son étau. Dans l'ombre, les groupes de forces spéciales frappent sans prévenir, visant non la destruction aveugle, mais l'élimination précise des centres de commandement. Un commando, une frappe, et soudain la panique gagne les caves et bunkers où se terrent les états-majors adverses. Au mutisme des chars répond le vacarme de la guerre psychologique. Haut-parleurs, tracts largués par drone, messages radio, tout est employé pour briser la cohésion morale. Jour et nuit, des appels à la reddition retentissent, accompagnés d'instructions claires pour capituler sans risque. Les réseaux sociaux, infiltrés, amplifient trop l'impression d'encerclement et d'abandon. Chaque heure de blocus épuise les réserves. L'eau, la nourriture, les munitions deviennent des reliques précieuses. Les assiégés, privés de tout espoir de secours, fixent l'horizon vide. Puis survient l'effet domino. Une section se rend, puis un bataillon, puis des centaines de soldats déposent les armes, convaincus que lutter n'a plus de sens. Pour les assiégeants, l'objectif est atteint, réduire leurs pertes tout en accélérant l'effondrement moral et opérationnel de l'ennemi. La victoire ne s'arrache pas dans la poussière des ruines, mais dans le silence pesant des colonnes de prisonniers. L'opération Anaconda impose un précédent, une défaite sans bataille ouverte, orchestrée par la maîtrise du temps, de la technologie et des esprits. Mais cette méthode annonce-t-elle un nouveau visage des conflits? Quelles leçons en tirer pour la gestion des crises à venir? Derrière cette victoire silencieuse se cache une transformation profonde de l'art de la guerre. Ces principes pourraient-ils s'appliquer au-delà du champ de bataille, dans d'autres sphères de pouvoir? Ce n'est jamais la force brute seule qui emporte la décision. L'opération baptisée Anaconda en est la preuve éclatante. La guerre moderne se joue bien avant la première salve, dans la pénombre d'un réseau où chaque fragment d'information, chaque mouvement, chaque silence pèse de tout son poids. Nous l'avons vu. L'issue n'a pas reposé sur un assaut frontal ou un acte de bravoure isolé. Elle s'est dessinée dans l'asphyxie progressive de l'adversaire, privé de ses ressources, privé de communication, privé d'initiative. Couper la route reliant Pokrovsk à Konstantinovka n'était pas un simple geste tactique, mais le coup de scalpel qui sectionnait le flux vital d'une armée entière. L'ennemi s'est vu amputé de sa capacité à résister. Ce succès n'est ni accidentel ni spontané. Il repose sur une intégration sans faille, technologie de pointe, cybernétique, imagerie satellitaire, essaim de drones et flux d'analyse en temps réel. Rien n'a échappé à ce quadrillage permanent où le regard humain et la machine se répondent, anticipant et étouffant toute tentative de riposte. Pourtant, la technologie n'était qu'un levier. Derrière chaque satellite, chaque drone, chaque informateur, il y a des cerveaux connectés, une chaîne de décision rapide, une confiance absolue dans la stratégie commune. L'époque des héros solitaires est révolue. Désormais, la victoire se tisse dans la synchronisation minutieuse de milliers de maillons invisibles, tous alignés sur un même objectif. Le plus redoutable reste l'action psychologique. Priver un soldat de ravitaillement, désorganiser la chaîne de commandement, semer le doute, ces gestes sablent la volonté de combattre avant même qu'un seul tir ne résonne. L'ennemi n'a pas été écrasé, mais isolé, déconnecté, contraint d'abandonner faute d'option. La guerre, ici, n'est plus affaire de destruction, mais d'étouffement moral et logistique. Négliger ces leçons, c'est s'exposer à répéter les défaites d'hier, que l'on soit stratège, dirigeant ou simple citoyen. Refuser d'admettre que l'information, la stratégie et la technologie sont les leviers du pouvoir, c'est se condamner à l'impuissance face aux défis du présent. Le champ de bataille, aujourd'hui, ne se limite plus aux chars ni aux tranchées. Il infiltre nos réseaux informatiques, nos chaînes logistiques, nos esprits même. Pour tirer parti de ces enseignements, il faut s'engager dans une démarche constante d'amélioration et d'adaptation. Les armées modernes investissent désormais massivement dans la cyberdéfense, la guerre électronique, la surveillance automatisée et l'intelligence artificielle. Imaginez une entreprise qui négligerait la cybersécurité. Une simple attaque ciblée pourrait paralyser toute sa chaîne logistique, tout comme la coupure de la route Pokrovsk-Konstantinovka paralyse une armée.
Au bout du compte, la véritable force d'une armée moderne ou de toute organisation réside dans sa capacité à apprendre, à anticiper, à tisser des réseaux agiles et intelligents. La victoire se gagne par l'observation, la coordination, l'adaptation constante. Ignorer cette réalité, c'est déjà tendre la main à la prochaine défaite. L'histoire d'Anaconda résonne bien au-delà des états-majors. Elle questionne nos réflexes collectifs, notre rapport à l'information, notre aptitude à décider dans l'incertitude. Sommes-nous prêts à affronter ce monde complexe qui s'avance? Pour y parvenir, quelques étapes concrètes s'imposent. Renforcer la résilience de nos réseaux, multiplier les sources d'information, former nos équipes à la prise de décision rapide et cultiver une culture du partage stratégique. Comme dans l'opération Anaconda, la victoire appartient à ceux qui voient d'abord, comprennent mieux, frappent plus vite et savent quand agir ou patienter. Et dans ce monde où la moindre route, la moindre information peut tout faire basculer, souvenons-nous, tout se joue parfois sur quelques dizaines de mètres, ou sur une idée, une analyse, un choix. Saurez-vous à votre tour reconnaître la route critique qui décidera de votre victoire?